FM. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjigbi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à chacun et à tous et bienvenue à votre émission point 7 de cette semaine. Nous sommes vendredi et vous avez désormais pris l'habitude de suivre cette émission d'analyse des faits de l'actualité, notamment de la semaine écoulée, la semaine qui s'achève, puisque aujourd'hui vendredi c'est le dernier jour de travail pour le compte de cette semaine. Demain c'est le week-end. Et pour l'exercice notamment dont vous avez désormais l'habitude, je le disais tantôt, j'ai en studio avec moi Ishola Djigui. Il est le directeur de publication du journal Providentiel News, et puis un groupe désormais qui se bâtit autour de ce journal avec la télévision sur le web et puis d'autres initiatives à venir. Ishola Djigui, bonjour, bonsoir. Bonsoir Monsieur Peggy Ludovic Dawa. Bonsoir à tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci d'être avec nous tout à l'heure hors micro, vous me le confiez, c'est vraiment pas difficile de nous rallier puisqu'aujourd'hui on est en direct. Et effectivement, quitter le centre-ville pour venir jusqu'à Glodjigbi à l'espace Sievra n'est pas une sinecure. Hein. Il faut vraiment avoir l'amour pour ce que l'on fait pour véritablement, n'est-ce pas, se rendre ici. Donc, telle est la raison pour laquelle je l'avais, dès que je suis rentré, j'étais vu et je te l'ai signifié. Ça va. Non, il faudra comprendre quand même que pour sévir de bonnes choses, il faut se retirer dans un cadre tranquille. Voilà ce qui explique la position des studios de Diaspora FM ici à Glodjigbi, un cadre vraiment intéressant, paradisiaque, qui donc nous abrite avec beaucoup de bonheur et avec sérénité. Nous tentons de servir les auditeurs comme nous pouvons. Oui, effectivement, c'est un cadre paradisiaque, comme tu le dis, un studio de taille, un studio d'envergure au standard, n'est-ce pas, international, au standard formel. Je l'ai aussi constaté. Voilà. Alors, nous allons y aller puisque cette semaine a quand même été riche en événements, tant au plan national qu'international. À l'ordre du jour de cette émission, de sujets importants, c'est déjà la célébration du 1er août, les 63 ans d'indépendance du Bénin. Quelqu'un parlait de 63 ans de dépendance. Je ne sais pas si c'est votre avis. La polémique est ouverte. On pourra toujours glousser là-dessus avec des éléments, des absences, mais une présence de taille quand même. Les absences des anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi. Et puis la présence remarquable quand même de cet hôte de taille, cet hôte de marque, qui est quand même le président de la République fédérale du Nigeria, Ahmed Bola Tinubu. Déjà, selon vous, comment avez-vous apprécié ce défilé auquel nous avons tous assisté? Bon, je n'ai pas un avis contraire, sinon que j'ai été aussi véritablement émerveillé par tout ce que j'ai pu, n'est-ce pas, observer au cours de ce défilé avec des innovations de part et d'autre. Et donc, c'est une très bonne chose que à chaque fois qu'on constate ou enregistre des innovations au cours du défilé, c'est à l'actif du comité d'organisation, à l'actif de tout l'état-major béninois. J'allais dire l'état-major des forces armées béninoises.
D'accord, là c'est Julien Kitty qui est au téléphone, qui nous annonce son arrivée, et il est au portail. Nous vous attendons en direct. En attendant, on a démarré. Ishola Djingui, vous parliez tantôt de cette organisation quand même qui pour vous a été quand même de taille. Oui, effectivement. De la fête du défilé du 1er août. Oui, effectivement. On a même, pour la première fois, la toute première fois d'ailleurs, la parade des hélicoptères nouvellement acquis au profit des forces armées béninoises, des hélicoptères, des avions, dont le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a doté les forces armées béninoises. Donc c'est une excellente chose et je souhaiterais que les forces armées béninoises soient davantage dotées de moyens afin qu'on puisse avoir d'autres innovations pour les fois à venir, pourquoi pas, et afin d'être, comme tout le monde, émerveillé par tout ce qui se fait dans ce sens. Alors comment avez-vous apprécié cette parade aérienne, comment dire, des hélicoptères F-16 que le Bénin vient d'acquérir il y a de cela seulement quelques mois? Oui, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est une excellente chose. Et pour la toute première fois, on a enregistré, on a noté avec beaucoup de satisfaction cette innovation des forces armées béninoises, et cela est à l'actif aussi bien du gouvernement, du président de la République et des forces armées béninoises. Et donc voilà, nous sommes tous émerveillés, nous applaudissons à tout rompre cette initiative. Mais il y a certaines langues qui disent, Ishola Djingui, que attendre 2023 pour voir l'armée béninoise pouvoir défiler, faire une parade aérienne avec, je crois, 5 hélicoptères, que franchement c'est pas la grande trouvaille, c'est pas véritablement choyé. Bon, est-ce que vous êtes de cet avis-là? Bon, ça dépend de l'angle sur lequel chacun se place pour analyser ou pour voir. Pour ma part, je pense que c'est une très bonne chose à partir du moment où c'est pour la toute première fois que nous constatons, que nous enregistrons, que nous notons avec beaucoup de satisfaction cette innovation. Cela n'a pas été fait par le passé, et donc de le dire en ces termes, cela n'engage que ceux qui le disent, ceux qui l'affirment, et ces langues, n'est-ce pas, qui larguent. Donc je ne suis pas de cet avis. Vous n'êtes pas d'accord avec eux? Non, je ne suis pas de cet avis. Il faut se réjouir de ce qu'on a acquis et qui vraiment fait la fierté de l'armée béninoise. Oui, même si c'était 2 hélicoptères qui ont paradé, si je puis m'exprimer ainsi, à partir du moment où c'est pour la toute première fois que nous avons assisté à cela, et cela relève ou dénote, n'est-ce pas, de cette innovation. Donc c'est une initiative à applaudir, à encourager, à promouvoir, et souhaiter que pour les fois à venir, que l'armée béninoise soit dotée davantage de moyens, que cette parade soit beaucoup plus fournie en termes d'hélicoptères, de vecteurs aériens qui ont défilé. Donc voilà, en termes clairs. Donc je ne suis pas de cet avis. Vous n'êtes pas de cet avis. Encore moins de l'avis de ceux qui pensent que c'est la toute première fois que le Bénin fait défiler des avions, je veux dire des hélicoptères, alors que par le passé, il y en a toujours un qui survolait le théâtre du défilé. Bon, il y en a toujours un qui survolait, mais pas paradé. Non, donc pas il y a une différence entre les deux. On imagine que c'est pour des raisons sécuritaires. Voilà, exactement, parce que on devait, n'est-ce pas, on est censé, n'est-ce pas, constater que le jour du défilé, cela n'a pas manqué. Pendant que les hélicoptères, les vecteurs aériens paradaient, il y avait d'autres qui survolaient, qui quadrillaient, n'est-ce pas, le mouvement pour des raisons sécuritaires. Et donc à partir de ce moment-là, je ne suis pas trop de cet avis. Je ne suis pas partisan de cette affirmation. Quelle lecture vous faites souvent du défilé du 1er août? Est-ce que c'est l'occasion pour le pays de démontrer sa capacité en armement, les hommes, le matériel roulant, le matériel
comment dirais-je, sur le plan des motos et autres, puisqu'on voit quand même les différents corps constitués de l'armée béninoise qui défilent fièrement avec bien sûr des tableaux aussi beaux, aussi saisissants les uns que les autres. Merci. C'est vrai que chaque année, c'est une occasion pour les forces armées de démontrer ce dont elles sont capables du point de vue matériel. Cette année, on n'a pas eu droit à un défilé motorisé, mais moi j'ai été tout particulièrement séduit par la dimension flambante neuve de tout le dispositif matériel que j'ai constaté, y compris même cette innovation où désormais les forces armées béninoises seront, n'est-ce pas, habillées, où leurs tenues seront confectionnées par la GDIZ, si je ne me trompe, c'est-à-dire la zone franche industrielle. Oui, désormais, voilà, désormais la confection des tenues de nos forces armées, n'est-ce pas, leur a été confiée et ils l'ont démontré fièrement à travers tout ce qu'on a constaté, la tenue, les uniformes qui ont été portés, tout flambant neuf, je le répète encore une fois, au cours de ce défilé. C'était très beau, joli, très joli à voir. Et cela démontre, n'est-ce pas, du génie béninois, tout simplement. Oui, c'est une excellente chose dans tous les cas de figure. Ça, c'est une innovation de taille que nous devons encore au gouvernement au talon, puisque la GDIZ est quand même la manifestation des réflexions novatrices qui se font dans le pays, qui se mènent pour qu'on puisse quand même en arriver à l'industrialisation de ce pays-là. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre Eden TV ces jours-ci, vous avez dû suivre ce débat que nous avons fait faire sur la télévision nationale, sur la télévision Eden TV, pardon, pour mettre en lumière le bilan de l'industrialisation du Bénin. Oui, malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité ou le temps de suivre l'émission dont vous parlez. Je ne l'ai pas prise au vol non plus, et donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas affirmer de but en blanc que j'ai pu suivre et saisir tout ce qui a été dit comme innovation, tout ce qui a été vanté comme, n'est-ce pas, tout ce qui s'est fait, j'allais dire, au niveau de la zone franche industrielle. Mais vous avez là la matérialité. Mais dans tous les cas, au-delà de cet aspect, je voudrais, n'est-ce pas, applaudir, comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire, à tout rond-point, j'applaudis des deux mains, tout ce qui se fait parce que j'ai eu l'occasion ou l'opportunité de visiter cette zone et j'ai été véritablement émerveillé, séduit et très subjugué par tout ce qui se fait dans ce sens, tout ce qui se fait pour promouvoir l'industrialisation, j'y arrive, l'industrialisation de notre pays, et cela relève du leadership du chef de l'État, de la gouvernance du président Patrice Talon. C'est une excellente chose et je voudrais souhaiter que cela continue ainsi, que cela se renforce davantage pour qu'on ait beaucoup plus d'investisseurs qui viennent, n'est-ce pas, investir au Bénin pour engager beaucoup plus la main-d'œuvre béninoise. Et donc, c'est une bonne chose, c'est une excellente chose. C'est à encourager, à féliciter et à promouvoir à tout prix. À promouvoir à tout prix, hein, vous l'avez dit, et c'est à ce moment-là qu'a choisi Julien Kitty pour faire son entrée en studio, lui qui nous aura quand même fait perdre quelques minutes. Vous allez rester tranquille, Julien Kitty, puisque vous n'allez pas quand même perturber l'ordre déjà établi dans ce studio. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs pourquoi vous êtes venu en retard?
Julien Titi, bonsoir. Oui, bonsoir Peggy Ludovic d'abord, bonsoir à mon grand ami qui tenait déjà les auditeurs en haleine avant mon arrivée. Je pense que ça ne peut pas être un choix délibéré d'être ici, de venir avec quelques minutes de retard. Il y a le retard est proscrit sur l'émission. Ouais, mais il y a les imprévus de la route. Les aléas de la route. Les aléas de la route, il faut faire très attention. Vous êtes heureux de me voir par ici. Donc, tant que... Carrément, hein. Oui, vous êtes heureux de me voir. Et décrète. Vous êtes heureux de me voir ici. Je vous ai pas accueilli. Vous n'auriez pas accueilli avec le sourire aux lèvres. Mais vous n'auriez pas été non plus heureux d'apprendre que j'ai pris tellement de risques que quelque chose ah non, pas du tout. m'est arrivé en ce moment. Pas du tout. Nous, donc, voilà, nous touchons du bois. Voilà, donc je pense, vous savez très bien votre axe par ici. Beaucoup de fous dans la rue qui mettent. Je pense même que il faut qu'on commence par dénoncer ça. Je ne sais pas quel est le plan de circulation des gros porteurs, des titans qui portent des conteneurs à peine protégés et des gens qui se mettent presque à 3 sur la route. Ils peuvent bloquer la route le temps qu'ils veulent. Et puis vous voyez au volant, il y a des dépassements. C'est des jeunes, vraiment, voilà. C'est des jeunes gens qui ont tout l'air de ne pas être lucides. Quand c'est comme ça, écoutez. En tout cas, l'essentiel c'est qu'on est là et puis on va pouvoir dire ce qu'on pense de l'actualité à nos amis auditeurs qui, j'espère, nous ont compris. Merci quand même d'être venu, malgré les aléas que vous dites aussi dangereux que importants à régler, notamment. Nous étions en train de parler du 1er août. Surtout le défilé, votre vis-à-vis disait un peu tout le bien qu'il pensait de l'organisation de ce défilé du 1er août, qui marque aussi les 63 ans d'anniversaire d'indépendance du Bénin. Merci donc de nous dire déjà, puisque je sais que vous êtes friand de ces choses-là, vous y étiez même en présentiel. Vous y avez assisté, dites-moi, quelles sont vos impressions très rapidement? C'est vrai, je confirme, j'étais dans la tribune, à la tribune d'honneur. J'ai pu vivre en direct tout ce qui s'est fait de très beau là, parce que dans l'essentiel ça a été beau. J'ai eu le bonheur également d'être dans la proximité de quelques personnalités d'origine nigériane qui vivaient l'extase carrément de se retrouver enfin en symbiose avec leurs frères et sœurs béninois, parce que entre le Nigeria et le Bénin, c'est deux peuples qui sont comme deux frères et sœurs de même père, même mère. Il n'y avait que les dirigeants au haut niveau qui géraient leurs caprices, et puis bon, ça mettait à mal un peu la relation entre ces deux peuples-là, qui partagent une histoire, qui partagent des langues, qui partagent des cultures. Vous avez vu, et ça je fais le choix délibéré de commencer par là, vous avez vu comment ça a été un bonheur, un pur bonheur pour aussi bien les Béninois que les Nigérians de vivre la partie du griot nigérian qui avait le talking drum entre les bras et qui disait des choses extrêmement sensées. Vous savez, beaucoup ont pensé, on a passé le temps en Afrique à ne pas beaucoup étudier la rhétorique à l'africaine, et on a pensé que ce n'est que simplement de la flatterie. Non, quand vous allez dans le milieu Yoruba, Nago, et mon vis-à-vis est bien placé pour savoir de quoi je suis en train de parler. C'est important, c'est à la limite l'équivalent de la prière qui à l'église fait descendre l'Esprit Saint. Parce que quand ce qui est dit a des sens donnés, et on invoque Dieu Tout-Puissant, on invoque les entités positives, et on invoque, c'est comme les panégyriques que vous avez, au-delà des panégyriques, vous avez celui-là qui a l'art de vous dire qu'il décrète que toutes les entités positives sont sur vous, et que le trône que vous avez, c'est Dieu qui vous a installé là, et il prie pour vous devant tout le monde. On a la chair de poule, et puis devant Baba Tinubu,
de cette culture-là. Vous savez, il était très content, le président Patrice Talon, très honoré également d'avoir autour de lui. Et je me demande si ça c'est déjà arrivé une fois au Bénin, que à une célébration de la fête de l'indépendance chez nous, le Bénin reçoive une délégation de si haut niveau du Nigeria, le président de la République fédérale, 6 gouverneurs d'États bien sensibles, stratégiques du côté du Nigeria, la première puissance financière en Afrique, Aliko Dangote, assis donc autour dans cette tribune, et ensuite une forte colonie de Nigérians. D'abord, on me dit c'est plusieurs centaines venus du Nigeria. Et il y a encore des gens qui sont ici. Vous savez, au Bénin, c'est les ressortissants nigérians. Ça se compte en millions. Au Bénin, en plusieurs millions. Donc, elle est déjà juste à peu près dans la zone de l'école. Comment dire, l'école, l'université internationale là, Kourégbé, voilà. Vous voyez que carrément c'est un quartier nigérian qui est en train de s'établir dans Cotonou. Quelqu'un me disait à côté, on a la preuve maintenant, toutes les preuves que le Bénin et le Nigeria sont devenus une seule chair, comme on me le disait, et dire que il n'y a pas si longtemps on se posait encore des questions parce que les relations étaient suffisamment froides. Maintenant, au-delà de ce tableau artistique où nous avons rendu honneur vraiment à notre invité de marque et sa délégation, on ne s'est pas empêché également de rappeler que nous sommes au Bénin. Donc, l'exécution de l'hymne national en langue fongé, majestueusement faite par une jeune fille accompagnée d'une autre dame qui jouait bien, je crois. On appelle ça, c'est l'accordéon ou non, c'est du violon. C'est du violon. Voilà. Bon, alors merci beaucoup pour la précision. Et maintenant la démonstration, la parade des différentes unités de nos forces armées, nos forces de défense et de sécurité. Je pense que dans un contexte où les défis sécuritaires sont extrêmement prioritaires et grands, c'était important de savoir que nous avons désormais la possibilité de surveillance aérienne des interventions sur le terrain. On a vu les hélicoptères de guerre passer, survoler l'espace. Avec, c'est vrai que entre la peur de cette démonstration et l'envie de voir les choses de près, pour l'anecdote, il y avait des gens autour de moi qui disaient non, mais il faut que les hélicoptères là viennent passer même à la hauteur le sol pour qu'on les voit. Mais au même moment, il y en avait qui disaient encore pourvu que ça ne fasse pas des déflagrations sur nous. Mais après, on a pu les voir faire des démonstrations en l'air. C'était une grosse fierté. Et puis les unités. Comme l'année dernière, d'ailleurs, on a observé que même au niveau des unités les plus où les formations sont les plus dures, par exemple la garde nationale, vous avez des paracommandos, il y a des unités féminines. On s'est arrangé de plus en plus. Vous avez des femmes qui sont dans ces unités, ça nous donne. Je veux bien. C'est le genre qui est en marche. Oui, mais ça c'est plutôt positif parce que beaucoup ne vendent pas cher la peau des femmes dans ces genres d'unités. On a souvent regardé dans l'armée les femmes comme étant du service bureau, service minimum, voilà, liaison, des choses du genre. Donc globalement, moi je pense que on peut être fier de l'organisation et j'en aurais fini lorsque j'aurais dit le président Patrice Talon avec toute son équipe, ils ont encore confirmé tout le bien qu'on pense en termes de gestion du temps, la ponctualité. Non mais c'était à -5 le président, son cortège, son commande-corps, car je le voyais déjà sur l'écran avant qu'il ne vienne devant nous. Et ça, il faut le saluer, c'est un bon signal qui est donné. Voilà ce que je peux dire globalement. Maintenant, le défilé, vous allez certainement dans vos analyses ne m'enlevez pas la question de journalistes dit laissez-moi y aller. Les opposants n'étaient pas là, mais pour moi... Vous savez très bien que tout ceci n'a pas pu empêcher tout cet attrait, tout cet attirail n'a pas pu empêcher les Béninois de noter quand même cette absence des anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, et de même que les démocrates qui ont dit clairement qu'ils ne
prendrait pas part à ces festivités du défilé du 1er août. Non, j'observe que bon, ça n'a pas empêché qu'il y ait la fête soit belle. Bon, ok. En dehors de ça, je pense que les gens, vous savez, mais est-ce que l'image qu'on a eue l'année dernière à ce défilé militaire et paramilitaire mêlé de quelques civils avec ce tableau saisissant qu'on a eu par rapport à la déclamation de ce que le Bénin avait de plus cher et qui vraiment avait suscité des larmes chez des gens, où on avait quand même le Bénin entier réuni sur le théâtre de ce 1er août-là, n'était pas beau, avec les opposants, les anciens présidents, oui, tout ce beau, et que un âge juste après qu'on le troque avec ce qu'on a eu, bon, même mais si on a eu un autre de marque, oui, le président Tinubu, quelque chose n'est-il pas resté au travers de la gorge? Mais moi je peux vous dire quelque chose, vous connaissez ma religion sur les questions des actes posés par des personnalités majeures. Avant toute analyse, je dépose toujours ces actes-là à la lumière des lois, pour savoir si est-ce que la Constitution fait obligation au président. Mais la vie n'est pas que loi. Attendez. La vie n'est pas que loi. Laissez-moi finir. Vous allez constater que... Bon, écoutez, c'est le drame avec vous, c'est que vous me comprenez toujours à moitié. Vous allez comprendre que je veux plutôt condamner ça. Mais je commence par dire que la loi ne l'exige pas. Très bien. Maintenant, est-ce que parce que la loi n'exige pas ça, on ne trouve, est-ce que ce n'est pas bienséant de le faire? Est-ce que c'est rien que de se faire appeler ancien président de la République? Vous n'êtes plus jamais n'importe qui. Et votre présence là, c'est presque à ces moments officiels. Mais je peux vous dire, c'est une fête nationale. C'est la fête de l'indépendance du Bénin. Ce n'est pas la fête de la famille Talon. Ce n'est pas la fête de la collectivité Talon. Ce n'est pas la fête du gouvernement de Patrice Talon. Patrice Talon est le Béninois parmi nous que nous avons désigné pour porter l'idéal béninois et non l'idéal d'un camp. Et il est là le jour-là en tant que président de la République du Bénin. Ça veut dire que tout enfant béninois, tout fils ou fille béninois qui fait le choix délibéré de boycotter cette célébration, mais commet d'abord l'erreur de penser que, de penser que la fête là, c'est la fête de Patrice Talon, du président qui est là. D'accord? Deuxième chose, il fait le choix délibéré de remettre sa part de souveraineté qu'il tient en main, de remettre ça pour dire, donner ça à qui vous voulez. Ce que je dis là, je le dis du fond de mon cœur. Si la délégation du président... Est-ce que c'est pas parce que vous êtes partisan que vous le dites? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours raisonné en ces termes. Et je vais vous démontrer ma conviction sur même l'avantage que les opposants, les démocrates et les anciens présidents auraient pu tirer de cette affaire en venant là. Parce que s'ils ne sont pas venus, certainement qu'ils ont des récriminations contre le président. Ils l'ont dit. À partir de ce... Ils ont des choses qu'ils reprochent au régime. Bon, ok. S'ils étaient détenus politiques qui continuent d'être en prison. D'accord. S'ils étaient venus là, de la même manière que je vous ai dit, la fête nationale là, aucune disposition de la Constitution les oblige à être là, mais c'est bien séant d'être là pour démontrer son patriotisme, pour dire on est là avec toi. Non pas parce qu'on est tout le temps d'accord avec toi, mais parce que ceci là, c'est ce qui nous unit et qui est plus fort que ce qui peut nous diviser. Mais le problème là, est-ce que la loi aussi oblige un président de la République, avant célébration du 1er août, à libérer des prisonniers? Là, est-ce que la loi dit ça? C'est encore la volonté de ce président. C'est le moment pour lui, généralement, de procéder, d'accorder la grâce présidentielle à certains détenus. S'il ne le fait pas là, c'est synonyme de parjure? Non. Personne n'a dit. Très bien. À partir de ce moment, à partir du moment où vous pouvez vous donner la latitude de ne pas être là, pour dire, il a été mauvais en ne prenant pas telle décision qui vous aurait mis d'accord, qui aurait mis, selon vous, tout le pays d'accord. On peut être là-dessus. Mais quand vous dites que vous ne pouvez pas venir, c'est pour que cette fête-là, que vous considérez comme sa fête à lui, ne soit pas belle. C'est pour que le monde entier constate que, voilà, il n'est plus fréquentable. C'est pour que le monde entier trouve que... C'est des mots à vous. Pour que le mot... Il faut que le mot... C'est peut-être une manifestation de désaccord. Non, le désaccord... Oui. Bon,
Vous-même en introduisant... Ne veut pas dire que quelqu'un est pas fréquentable. Vous-même en introduisant la question, vous avez dit, malgré tout ce qu'on a fait là, on a remarqué l'absence des opposants. Oui. Et cela, est-ce que je fais mal en concluant que vous êtes en train de dire par là, si les opposants étaient présents, si les anciens, ce serait encore plus beau, non? Ce serait plus beau. Donc, l'objectif, c'est pour que ce ne soit pas beau, qu'ils ne sont pas venus. Bon, c'est une intention que vous leur prêtez, ils sont pas là pour se défendre, mais bon. Non, mais si vous n'êtes pas capable, si vous pensez que jusqu'à ce niveau-là, pas syllogisme, nous ne sommes pas autorisés à conclure sur ce plat, dans ce studio-là, que l'objectif, c'est que on remarque qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont fâchés et que ça enlève quelque chose à la fête. Là, c'est grave. Parce que moi, je n'ai pas besoin. Moi, je n'ai plus besoin. Ce n'est pas les mêmes mots que vous avez utilisés. Mais puisque vous avez dit que s'ils étaient là, non, vous avez dit s'ils étaient là, ce serait beau. On ne peut pas conclure que ce serait plus beau. Ok, ça a été beau, mais ce sera encore donc, plus... le fait qu'il n'ait pas été là, ça veut dire que ça a fait que ça n'a pas été suffisamment beau, non? Bon, dans la tête de certains. Bon, donc vous êtes vous parlez au nom de ces certains-là. Oui, donc ayez le courage jusqu'au bout de reconnaître que leur intention, c'est d'enlever une part de beauté à cela. Il n'y a pas de courage à avoir à ce niveau. À partir de ce moment, moi, je ne voudrais pas tenir un discours politique. Oui. Je vois plutôt le sujet sous deux angles. Oui. Si nous allons nous tabler, n'est-ce pas, sur la dimension patriotique de l'affaire, du dossier, du sujet, je vois que il aurait été davantage une très belle chose où on aurait assisté à un spectacle qui aurait été davantage beaucoup séduisant, n'est-ce pas, que d'assister ou de noter la présence des démocrates au défilé militaire, parce qu'il s'agit après tout de la patrie, il s'agit de la nation béninoise. C'est une... Mais quand il y a des désaccords. Non. Quand ils s'entendent pas sur des points. Oui, j'en viens. Suivez-moi dans mon raisonnement, j'en viendrai donc. Je disais que je vois le sujet sous deux angles. Donc, sur cet angle-là, sous l'angle patriotique, d'accord, l'idéal aurait été que les démocrates soient là. Qu'on aurait assisté à davantage... Oui, à une image si belle, une image, j'allais dire, plus aguichante, si je puis m'exprimer ainsi. Maintenant, lorsqu'on s'en tient au côté politique de la chose, moi je vois plutôt les démocrates dans une démarche qui consiste à protester contre le régime en place, contre le pouvoir. Je les vois beaucoup plus dans leur logique d'opposant radical, n'est-ce pas, au pouvoir en place. Parce que vous devez savoir, n'est-ce pas, vous n'êtes pas sans savoir, j'allais dire que jusqu'à présent, le décret, n'est-ce pas, qui conforte l'opposition, le chef de file de l'opposition, et dans son fauteuil, dans son statut de chef de file de l'opposition, n'est pas encore signé jusqu'à présent. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas encore lu quelque part où être publié quelque part ce décret-là, qui, n'est-ce pas, donnera beaucoup plus d'assises au chef de file de l'opposition et se considérer à part entière comme étant chef de file de l'opposition et asseoir les différents services techniques qui composera, n'est-ce pas, son cabinet. Donc, par rapport à cela, moi, je n'incrimine pas les démocrates, d'accord? Donc, voilà globalement ce que moi je pense de la situation. Donc, lorsqu'on se met, n'est-ce pas, à les laminer, à les traiter d'apatrides, dans ce cas de figure, bon, moi, personne ne l'a encore dit. Hein. Je ne suis pas de cet avis parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure que mon ami Léandre allait un peu dans ce sens, son raisonnement embrayait un peu sur ce pan. Oui, vous auriez pu, est-ce que c'est ce que moi j'adore, vous auriez pu me demander si, vous auriez pu me demander. Je le vois dans un discours beaucoup plus politique. Non, vous auriez pu. Ce à quoi vous n'êtes pas parti. Non, si vous. Julien Kiti, on va devoir clore ce dossier-là. Mais c'est dommage que c'est sur là où. Oui, mais le temps qui nous est imparti, vous savez, n'est pas si grand, hein.
D'accord. Donc on s'arrête sur là où quelqu'un me dit je suis en train de les traiter d'apatrides alors que je n'ai pas dit ça. Et puis on passe à un autre sujet. C'est ce qu'il a compris de votre discours. Donc je me tais et on passe à un autre sujet. Ici c'est pas du tout. Je n'ai pas la police des débats. Je vois que nous n'allons pas nous épiloguer sur ce seul sujet. Ici c'est pas dictatorial, mais nous allons vous prier de réagir en 30 secondes. 30 secondes. Et là, on est très sérieux. Alors, je dis aussi en 30 secondes. Non, pas du tout. Monsieur, c'est vous qui avez créé. Non, je n'ai rien créé. Allez-y, j'aurai droit aussi à la parole pendant 30 secondes. Je dis d'abord, très clairement et frontalement, jamais je n'ai traité les opposants, les démocrates, d'apatrides. J'ai dit d'abord que ce n'est pas une obligation constitutionnelle pour eux. Donc, ils ne peuvent être traînés devant aucun tribunal pour avoir fait ça. S'ils avaient été là, ça aurait été mieux. Mais je dis, puisque ce n'est pas l'affaire de Patrice Talon et du gouvernement seul, et qu'ils avaient le droit d'être là, et s'ils étaient là, selon moi, mon raisonnement tient à quoi? S'ils étaient là, et c'est mon point de vue, même aux médias, même à la face du monde, même sur place au chef de l'État là, ils sont autorisés à dire ce qu'ils pensent. Ils auraient été là et dire leur désapprobation que... Mais quand ils évoquent la question de... C'est pas le lieu. Le lieu n'est pas indiqué, n'est-ce pas, pour venir protester publiquement. Le protocole n'a pas prévu quelque part où on doit leur donner la parole. Jamais. À quelle occasion il aurait donc ça aurait été très malsain. Attendez. Bon, ça veut dire que vous soutenez, que vous vous contredisez en disant que... Je ne me contredis pas. Je l'ai analysé. J'ai analysé le sujet. Quand vous venez sur le défilé du 1er août, mais quand vous finissez, vous pensez que vous allez venir là et finir et tous les médias d'ici et du monde ne vont pas tourner leur caméra vers Nicéphore Soglo, ne vont pas tourner leur caméra vers Yaïboni, vers Eric Koundote. Mais au sein des démocrates aujourd'hui. Merci Julien Kiti. On va arrêter le débat à ce niveau. Oui, bon, ça veut dire que vous avez une position politique aussi. Non, c'est pas un position. Vous réjouissez. Non, je ne me réjouis pas. Merci beaucoup. Mais les deux angles, les a écoutés. Vous allez laisser. Vous voulez répéter ça? Vous allez laisser les auditeurs se faire leur opinion, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On respecte votre position. Oui, je vais demander à la technique de vous arracher les micros si vous ne voulez pas me suivre. Non, posez votre question, il n'y a pas de souci. Alors, on va partir maintenant pour le deuxième sujet, puisque nous avons quand même assisté depuis la semaine dernière au coup d'État, le coup de force intervenu au Niger, qui, ma foi, aura renversé le pouvoir Bazoum. Après, la CEDEAO est entrée en selle avec des sanctions tant économiques que militaires, puisque la CEDEAO n'a pas exclu la possibilité de recourir évidemment aux forces militaires pour rétablir la démocratie au Niger si l'ultimatum donné s'achevait sans évidemment leur désidérata. Alors comment analysez-vous déjà cette panoplie de sanctions? On va pas trop épiloguer sur les sanctions économiques, puisque nous savons très bien ce que ça va donner pour autant ceux qui pratiquent la sanction que ceux qui la reçoivent, parce que là il y a une vidéo qui a circulé tout à l'heure même dans la journée, je ne sais pas si vous avez eu droit à cette vidéo là où on voyait des centaines de camions plein de vivres qui ont été empêchés, qui sont bloqués à la frontière venant du côté du Bénin. Alors, on sait que le Bénin nourrit véritablement cette nation-là par les vivres et autres, même si aussi le Bénin est dépendant. L'oignon, par exemple, l'ail, c'est de là-bas que ça vient, et Dieu sait combien de fois ces produits-là sont très demandés au Bénin. Ishola Djigui? Ce n'est pas de gaieté de cœur que j'aborde le sujet, mais il faut dire que tout de suite que c'est un peu déplorable, un peu dommage pour ce qui arrive à toute la région du Sahel et par conséquent, par extension, j'allais dire à toute la sous-région ouest africaine, parce que il faut que nous mettions fin, n'est-ce pas, à ce syndrome des coups d'État qui ont commencé par émettre les tentacules un peu
partout et qui aujourd'hui ont envahi toute la région du Sahel. Donc ce n'est pas un acte à encourager. Et donc si la CEDEAO, n'est-ce pas, donne un ultimatum aux putschistes de rétablir l'ordre constitutionnel, je la vois dans son rôle, n'est-ce pas, régalien, si je puis m'exprimer ainsi. Et il appartient, n'est-ce pas, aux putschistes, n'est-ce pas, de rétablir l'ordre constitutionnel, de céder tranquillement le pouvoir et laisser les civils continuer la lutte, continuer le combat qu'il faut, n'est-ce pas, aux côtés de la nation, et quitte à eux de retourner dans les casernes. Parce que si les militaires étaient capables d'une gouvernance politique ou civile à la tête des États, on n'aurait pas, n'est-ce pas, fait le choix ou l'option de la démocratie, même si c'est le colon qui nous a inculqué. Nous sommes en train de vivre l'expérience de la démocratie depuis des décennies, et donc il va falloir que nous continuions, vaille que vaille, sur ce chemin, et toutes sortes de putsch, de coups de force ou de remise en cause de l'ordre constitutionnel par la force militaire est à proscrire. Cela est à décourager à tout prix. Et donc voilà mon avis. Et donc si les sanctions dont vous parlez tombent, le Bénin n'est pas un pays qui vit en autarcie, hein. Nous appartenons, n'est-ce pas, à cette entité sous-régionale, et c'est en cela que moi j'ai beaucoup apprécié la réaction tripale du chef de l'État béninois, une réaction, une position d'ailleurs ferme qui a été réitérée aujourd'hui, vendredi, et qui a été réitérée par le ministre des Affaires étrangères, par l'intermédiaire, l'entremise du ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie béninoise, et je l'apprécie à sa juste valeur. J'encourage fortement toutes les actions, toutes les négociations qui sont en cours et que le Bénin, à laquelle le Bénin participe. Je voudrais encourager le chef de l'État à maintenir sa position et de prendre part activement à tout ce qui est du pouvoir de la CEDEAO pour rétablir, n'est-ce pas, l'ordre constitutionnel au Niger. D'accord. Vous êtes pour le respect, quel qu'il soit, de la loi. La décision, quelle qu'elle soit, doit être exécutée selon vous. Julien Kiti, vous êtes de son avis? Bon, je suis le principe, je suis de son avis, mais donc au premier degré, c'est-à-dire que l'ordre constitutionnel, c'est tout ce qui fait le socle de toutes les institutions qui fonctionnent bien avec les règles et tout. Lorsque tout ça est remis en cause, ça veut dire qu'on est dans un système de non-droit où, au-delà de l'émotion des peuples, tout peut arriver. Les abus, la voie est ouverte aux abus. On a écouté le discours du général putschiste, comme dans les autres pays. C'est au nom du peuple qu'on le fait. Il y a malgouvernance, il y a des questions sécuritaires qui ne sont pas bien gérées, et que donc l'armée prend ses responsabilités pour défendre le peuple, pour amener la bonne gouvernance, pour défendre, pour amener la sécurité. Alors, mais là où il faut nuancer, il faut apporter donc quelques compléments encore à cette analyse, et surtout il faut pas analyser sans les prendre en compte, c'est le comportement du peuple lui-même. C'est vrai, on a déjà observé ça dans d'autres pays où le peuple s'est extasié à l'idée que bon, les militaires sont venus le libérer, et après on lui a volé sa victoire, parce que le peuple se dit ça va être meilleur, mais après les militaires disent bon, nous sommes là juste pour rétablir les choses et remettre le pouvoir aux civils. Après ils taillent les constitutions à leur mesure pour rester là où ils tombent dans les mêmes péchés que ceux qu'ils reprochent aux dirigeants. Pour les militaires, c'est
c'est plus facile de dire nous n'avons pas encore les éléments de garantie que la sécurité est complètement assurée, donc on peut pas encore laisser le pouvoir. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, le capitaine Traoré vous dira tous les jours que son pays est en guerre, et donc dans un pays en guerre, on n'organise pas l'élection, on ne fait pas ce genre de choses, donc il reste le temps qui va rester. Mais si on part sur le postulat que le pouvoir politique, le pouvoir d'État appartient d'abord au peuple qui donne ce pouvoir-là, il faut analyser le comportement du peuple. Pourquoi le peuple se réjouit et soutient les putschistes? Ça veut dire qu'il faut aller dans l'analyse sur les fondements même ou les causes réelles de ce désamour entre le peuple et ses dirigeants. De plus en plus. Voilà, de plus en plus. Parce que dans une analyse sociologique, on ne balaie pas du revers de main des réactions d'un peuple, d'une grande masse critique de personnes face à une situation donnée en se disant, comme dans le cas du Niger par exemple, le président Bazoum, il est démocratiquement élu, il est là, la CEDEAO a ses règles, donc la solution, allez, chers putschistes, quittez là, rétablissez Bazoum et le pays continue. Mais est-ce que, tout en saluant la réaction de la CEDEAO, qui ne va quand même pas croiser les bras pour dire autant ne plus exister. Maintenant, ce que moi je déplore dans les sanctions, c'est que, contrairement aux autres pays qui ont été dans cette situation, le Mali, le Burkina, la Guinée, d'accord, et je déplore le fait que on ne soit pas allé à ce degré de sanctions. Parce que vous savez, les sanctions qui étaient appliquées par la CEDEAO à ces pays-là, on a pris la précaution d'éviter, d'empêcher l'approvisionnement de ce pays-là, de ces pays-là, en certains produits de première nécessité. Le blocus n'était pas aussi fort. Et aujourd'hui, j'ai pu écouter la ministre sénégalaise des Affaires étrangères dire que si aujourd'hui, par rapport au Niger, on est allé si loin, c'est que c'était le coup d'État de trop. Et donc il faut, comme la CEDEAO commence à être banalisée, et on se dit que bon, elle va crier après se taire, il faut aller plus loin. Vous observez que la CEDEAO n'est pas intervenue, n'a pas envisagé de façon aussi clairement la solution de l'intervention militaire lorsqu'il s'agissait du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Alors si on le dit par rapport au Niger même si c'était un possible recours. Oui, c'était un possible recours. Ici, ça a été vraiment martelé, c'est très affirmatif. Et les dispositions commençaient par être prises de façon très rapide. Pendant que je suis dans le studio avec vous tout à l'heure, j'ai pu voir une vidéo qui m'a été envoyée, j'attends de l'authentifier, qui montre des forces nigérianes positionnées au niveau des frontières avec le Nigeria, des détachements pour dire qu'ils sont prêts dès que la CEDEAO va donner le top. On a entendu le chef d'état-major du Nigeria dire qu'il est prêt à frapper. Voilà, j'ai pu lire encore tout à l'heure, même à l'instant, que le président Tinubu a écrit à nouveau au Sénat nigérien pour dire, là aussi il y avait déjà eu une vote contre une intervention, la possibilité d'une intervention militaire, pour dire non, qu'il demande à ce que le Sénat ordonne, accepte, valide la demande d'intervention militaire. Parce que nous sommes vendredi et il reste quelques heures pour que l'ultimatum donné finisse. Donc la guerre psychologique à ce niveau va à un cran au-dessus de la normale. Ensuite, il faut se réjouir de ce que, tout en tenant ce langage de fermeté, les dirigeants de la CEDEAO ont envoyé des gens au Niger pour aller discuter avec les putschistes. Mais apparemment, ça ne prospère pas. Non, ce n'est pas encore perdu. J'estime que dans les rapports de force, il est déjà arrivé, j'aurai le temps avant la fin de l'émission peut-être de me souvenir d'un cas où des militaires comme ça ont fait des putsch et après sont partis, après négociation, en demandant, eux aussi, très souvent, le schéma, c'est qu'ils demandent aussi une protection. Une réédition. Ils négocient leur édition. Oui, c'est-à-dire qu'une protection, comment on appelle ça en droit? Est-ce que c'est ça l'immunité? Non, c'est pas... L'immunité. L'immunité. Mais je vais y arriver. Il y a un autre concept là qui fait que eux, on ne va plus les toucher, on ne va plus leur intenter des procès
pour tout ce qu'ils ont fait, pour le putsch et pour les éventuellement l'amnistie. Voilà. Donc ils demandent l'amnistie. C'est sûr que c'est des choses comme ça, ils vont demander. Mais est-ce que dans le délai d'ici dimanche, tout ça va pouvoir se faire avec le second de la CEDEAO? Mais franchement, lorsqu'il y a une situation qui arrive comme ça, il faut pas se contenter de réaffirmer les dispositions légales, de dire l'ordre constitutionnel doit être rétabli. Je suis pour, parce que en face, rien n'est sûr. Mais au même moment, il faut se demander quelle est la cause. Pourquoi, par exemple, regardez la position de la France qui s'aligne sur la position de la CEDEAO. Ce qui fait que dans l'opinion africaine, les gens pensent que c'est la France. C'est encore la France qui dicte cette conduite. Et lorsque, à l'occasion, on vous sort les chiffres sur ce que la France fait dans l'exploitation des richesses du sous-sol nigérien, pendant que le peuple nigérien est compté, je ne sais pas si c'est pas le peuple le plus pauvre du monde. C'est inadmissible. Ce peuple n'était pas suffisamment entendu. On dit par exemple que sur 3 ampoules qui s'allument en France, eh bien le Niger est parti, c'est-à-dire c'est l'uranium du Niger qui permet d'allumer et pendant ce 2 temps, au moins sur 3. Pendant ce temps, 90% du peuple nigérien n'a pas l'électricité. Donc ces genre de choses, et lorsque j'en aurais fini, que mon vis-à-vis m'excuse, avant que ce putsch n'arrive, trop d'analystes ont dit mais Bazoum est sur une pente glissante parce qu'il est chef d'État, excusez-moi, ne vient pas dans une interview pour dire que les djihadistes sont plus forts que nos armées. Même si nos armées ont des difficultés, je ne vois pas, par exemple, ça ne verra jamais, je suis pas dans sa tête, mais vous ne verrez jamais le président béninois ouvrir la bouche pour dire l'armée béninoise n'est pas suffisamment forte pour aller contre. Ce n'est même pas un langage. Et quand ça se dit comme ça, et des gens disent, ah mais si c'est ça, l'armée qui voit, c'est le chef d'état-major qui voit ses frères d'armes mourir au front, il va se fâcher. Maintenant, après, quand on se fâche, est-ce que la solution, c'est d'enlever le président qui est là? Bon, je me réjouis de ce qu'on ne lui fait pas du mal aussi. Il a encore eu la possibilité de parler à Washington Post aujourd'hui, je crois, de dire tout ce qu'il est. Je pense que quelqu'un qui est véritablement en otage, quelqu'un qui est véritablement en difficulté, n'a pas toutes ces possibilités. L'ambassadrice de Niger près la France a dit aujourd'hui que le chef de l'État l'a encore appelé le matin. Ils ont parlé. Ça veut dire que c'est si je veux parler comme le ministre béninois des Affaires étrangères, même si c'est un otage, c'est un otage de luxe. Vraiment. Un otage de luxe a signalé aussi que la junte, tout à l'heure, même a pris une décision de rappeler certains ambassadeurs, dont celle dont vous venez de parler. Et elle a contesté. Elle dit qu'elle est toujours l'ambassadrice du Niger. Malheureusement, nous sommes en train d'égrener les dernières minutes de cette émission. Oui, je dois placer aussi un mot. En fait, je voudrais pas développer le sentiment anti-français. N'est-ce pas? Moi, je ne vois pas le peuple soutenir les putschistes. Bien au contraire. Je vois le peuple développer un sentiment anti-français. À partir du moment où le peuple, c'est le même peuple, le peuple est manipulé, et tout ce qui se fait, tout ce à quoi nous avons droit, tout ce que nous assistons à la télévision, voir le peuple se manifester pour dire qu'on soutient les putschistes, tout ça, c'est de la manipulation. Et donc, à partir du moment où la mission de la CEDEAO qui a été missionné, n'est-ce pas, qui a été envoyé, diligenté sur le terrain pour aller chercher un modus vivendi à faire chou blanc. Donc, il n'y a pas autre solution. Ça veut dire que le dialogue est presque rompu, est quasi rompu. Donc, à partir de ce moment-là, il faut forcément faire recours. Que faites-vous des menaces du Mali et du Burkina Faso par rapport à... Non, moi je voudrais dire à la CEDEAO de ne pas céder à ces menaces. Même l'Algérie aussi, paraît-il, en train de faire des menaces dans ce sens. Moi, je dis à la CEDEAO de foncer droit. Parce que je me rappelle du cas de la Gambie. Et la CEDEAO, avant d'intervenir, était allée chercher, n'est-ce pas, l'impérium ou l'autorisation, n'est-ce pas, de l'ONU. Et c'est après cela que qu'elle a déployé ses troupes sur le terrain et avec la
l'aval ou la contribution des forces armées sénégalaises qui s'est, dans le cas d'espèce, s'est prononcée aussi. Hein, merci beaucoup. L'armée un bon développement qui malheureusement n'ira pas à son terme. Donc il faut que la CEDEAO aille encore chercher, avant d'intervenir, l'aval des Nations Unies. Merci et beaucoup. Là, tout ira bien. Merci infiniment d'avoir été dans ce studio avec nous pour, j'allais dire, analyser toute cette flopée d'actualités, notamment sur cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants seulement, le journal. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied. Diaspora FM.